Fait que bon matin, j'espère que tout le monde a bien dîné. Je m'appelle Éric M. Gagnon, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, je parle un petit peu bizarre, je vais essayer de me forcer. Ça fait plus de 10 ans que je suis en sécurité informatique. Tout mon amour en sécurité informatique a commencé ma première année de collège. Première année de collège, avec notre prof, il arrive la première semaine, puis il dit « Profitez-en ». Il dit « Expérimentez, hackez ce que vous voulez, vous êtes sur un réseau isolé ». Bien entendu, il a fini par regretter un petit peu ces paroles-là, mais j'ai vraiment adoré le fait qu'on pouvait hacker n'importe quoi, n'importe comment. Ça n'a pas pris grand temps qu'on contrôlait pratiquement tous les postes de travail qu'il y avait dans la classe. Je contrôlais aussi son AD, qui était une nouvelle dans le temps, pas vraiment fort non plus. Puis même son système qui se servait pour nous monitorer, pour s'assurer qu'on ne fasse pas trop de mauvais coups, on avait hacké dedans aussi, changé les mots de passe, etc. Fait que c'est à partir de là, j'ai vraiment trippé. Ça fait aussi 9 ans que je suis chez Desjardins. Je travaille dans le centre de surveillance de sécurité. Durant ces 9 ans-là, j'ai pas mal touché à n'importe quoi, qu'est-ce qui est Blue Team surtout. J'ai fait de la gestion de vulnérabilité, j'ai fait de la surveillance, du threat intelligence. Récemment, je fais du threat hunting. J'ai aussi fait quelques pen tests, des enquêtes numériques aussi. J'ai fait pas mal de n'importe quoi, puis j'ai vraiment une équipe awesome. Puis vu que j'adore connaître comment les hackers fonctionnent, comment ils exploitent les systèmes, j'ai tout le temps eu un intérêt de ça. J'ai fait 2 certifications OSCP, OSCE. Ceux-là qui aimeraient commencer dans les pen tests, commencer en sécurité offensive, c'est 2 certifications que je recommande fortement. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler du threat hunting. Fait qu'on va parler, c'est quoi premièrement du threat hunting? On va parler pourquoi que les entreprises aujourd'hui en ont besoin, puis les différents niveaux de maturité. On ne peut pas tout de suite jumper dans le top puis être les meilleurs au monde. Je vais aussi vous parler de quelques méthodologies, des approches, des astuces que j'ai trouvées récemment qui fonctionnaient. Puis je vais aussi, à la fin, j'ai quelques slides de ressources pour vous permettre de commencer le threat hunting. En espérant, dans tout ça, vous allez au moins apprendre une affaire de cours. Fait que le threat hunting, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'un buzzword. Ma définition du threat hunting, c'est de toujours partir de l'idée que votre entreprise, elle est déjà compromise. En fait, le threat hunting en tant que tel, c'est un process de constante, c'est un process de recherche constante dans votre entreprise pour des menaces qui auraient pu contourner vos systèmes de détection conventionnels. Fait que le threat hunter, lui, c'est un incident responder proactif. Il n'est pas là et il attend qu'il y ait une alerte qui lève sur un des systèmes. Il va arriver puis il va partir à la chasse. Il va apprendre c'est qui veut attaquer l'entreprise, comment il fonctionne, puis où est-ce qu'il y a le plus de probabilité de frapper. Puis il va aller chasser à cet endroit-là. Fait que le threat hunting, pourquoi on en aurait besoin? En fait, aujourd'hui, c'est très, très facile de contourner les systèmes conventionnels. J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui a un firewall et un antivirus, puis juste avec ça, il pense qu'il est sécuritaire. Parce qu'on se parlera après. Viendrez voir, je vais vous expliquer quelques affaires. Les attaques aussi sont rendues de plus en plus créatives, sont beaucoup plus évoluées, puis les hackers malicieux sont de plus en plus furtifs. Sans threat hunting, comme je mentionnais tantôt, on doit attendre qu'il y ait une alerte qui lève sur un des systèmes pour partir de notre incident response. Puis aussi, ça fait que la période de dwell time, la période de détection d'un attaquant, c'est 101 jours au niveau mondial, en moyenne. Fait que ça, période de détection, ça fait qu'un attaquant peut passer 101 jours dans votre infrastructure sans même que vous êtes au courant. Fait qu'en quoi le threat hunting peut aider? Bien, obviously, c'est de réduire le dwell time. C'est de détecter beaucoup plus rapidement un attaquant qui est à l'intérieur de votre entreprise. Ça vous crée aussi une expertise lorsqu'il y a un incident de sécurité. Ça va vous créer un bassin de personnes qui ont les connaissances de toute votre infrastructure, qui ont le knowledge de comment les attaquants fonctionnent, puis où est-ce qu'il y a le plus de probabilité d'attaquer, puis ils ont aussi
le knowledge tout le digital forensics, les enquêtes numériques, etc. Ça va aussi vous permettre de trouver des vieilles et des mauvaises pratiques. Toutes les entreprises en ont, les anciens admins. Moi, je mets tout le temps connecté SSH à partir de l'externe sans double facteur. Ou simplement des réseaux qui communiquent avec un autre subnet qui n'est pas supposé de communiquer ensemble. Trend hunting, ça va vous permettre de découvrir ces affaires. Prends une gorge d'eau. Une des affaires aussi que j'ai remarqué que ça permet beaucoup de threat hunting, c'est la détection des angles morts des outils de surveillance. Fait que tout le monde, des fois, les IPS, du monitor réseau, etc. Bien, les threat hunters vont vous permettre, grâce à leur recherche, de dire « Hey, ça aurait dû être détecté par tel outil, ça ne l'a pas vu. » Donc, ça va vous permettre aussi de tweaker certains devices, certains outils qui manquent un module, manquent de quoi de cocher, puis tout simplement identifier les angles morts. Ça va aussi vous permettre de développer des signatures personnalisées. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On est beaucoup trop dépendant des fournisseurs. Il y a un virus qui sort. On attend après compagnie X de développer une signature. Puis ensuite, là, c'est déployé sur notre système. Nous, on déploie ça sur notre environnement. Tandis qu'avec le Threat Hunter, ils sont en mesure de développer des signatures beaucoup plus rapides. On lit l'article sur tel virus, l'analyse est faite, on l'a reverse engineeré, on a trouvé certains IOC, on est capable de rentrer ça dans des règles YARA ou des snort rules pour inclure ça dans IDS ou dans les EDR. Ça va permettre aussi de faire la découverte de nouveaux IOC. Ça, c'est les indicateurs de compromission. Je vais en parler un petit peu plus tantôt. Mais les Threat Hunters vont vous permettre d'en ressortir beaucoup plus. Le plus important, l'équipe de Threat Hunter va transformer votre Threat Intel en action. Il va prendre l'information qui revient des articles sur Internet, qui provient de vos feeds de menaces, puis il va aller à la chasse avec ça, il va essayer de rentrer ça dans vos systèmes beaucoup plus efficacement. Fait que je ne peux pas parler de threat hunting sans parler de IOC, puis la pyramide of pain, la pyramide de la torture. Fait que, en gros, on a les différents IOC sur la pyramide, les hash value, adresse IP, domaine, les tools et TTP. TTP, c'est pour tactique, technique et procédure. En fait, pour un blue teamer, pour ceux-là de défense, plus qu'on monte dans la pyramide, plus difficile que c'est d'incorporer ça dans vos systèmes de surveillance, puis plus difficile que c'est de récupérer ce type d'IOC-là. C'est facile, il y a tout le temps des articles qui sortent, tel virus, voici les IOC IP, voici les hash des payloads. Puis plus qu'on augmente, bien là, TTP, il y a beaucoup, toute la technique qui utilisait ça, l'outil, détecter tout l'outil au complet, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, quand on arrive au niveau Red Team, au niveau attaqueur, bien, pour lui, c'est encore plus difficile réinventer une nouvelle technique, réinventer une nouvelle tactique, tout réutiliser un nouveau tools que tout simplement changer le hash de son payload. Changer le hash de son payload, changer l'adresse IP, c'est rendu polymorphique aujourd'hui, ça se crée à mesure, c'est tout un de quoi différent. Par contre, son tools qui crée son payload différent, disons meta-exploit, bien, si nous, on est en mesure de détecter du meta-exploit, on le tape directement dans le top de la pyramide, on vient lui faire un petit peu plus mal. Fait que les différents niveaux de maturité, parce qu'il faut commencer quelque part, j'ai divisé ça à un beau tableau, 5 niveaux, au niveau ressources, les processus et les talents. Évidemment, le niveau initial, on commence juste, on ne fait pas vraiment de threat hunting. On a nos analyses de sécurité habituelles. On va faire le processus de réponse aux alertes. On attend encore là les alertes 30. Puis les talents, c'est une bonne connaissance en sécurité générale. Au niveau 2, niveau minimal, encore là, on a nos analyses de sécurité, mais on va faire de la recherche de IOC. Là, on commence à être un petit peu plus... on fait encore du threat hunting réactif, mais on va prendre un petit peu de threat intel, les IOC, la pyramide que j'ai dit tantôt, puis on est capable de pousser ça dans nos outils, puis là, on a plus d'alertes. Mais lorsqu'il y a une alerte qui lève par rapport à IOC,
la personne va pouvoir aller faire une enquête numérique sur le système, s'assurer qu'il est bel et bien corrompu. Si oui, comment il a été corrompu. Puis on commence aussi à faire de l'utilisation d'un EDR, Endpoint Detection and Response, pour pouvoir détecter plus rapidement puis pouvoir être réactif plus rapidement. Au niveau 3, au niveau procédural, là, on a les threat hunters à temps partiel. C'est là que ça commence à être le fun. On va prendre nos analystes en sécurité puis on va les transformer en threat hunters, disons, une semaine par mois. Fait qu'eux vont lire un article où ils vont partir d'une technique super cool sur Internet qui a été annoncée au Black Hat. Puis ils vont dire, OK, comment je peux récupérer des logs à telle place pour être en mesure de détecter ça? Fait qu'ils je vais parler un petit peu des méthodologies tantôt, là, mais c'est à peu près ça. Ils vont devenir aussi un petit peu plus professionnels avec l'EDR. Ils vont l'utiliser beaucoup plus. Ils vont aller dans des fonctions un petit peu plus avancées. Puis ils doivent avoir une excellente connaissance de l'infrastructure du réseau. Fait que là, on commence à être beaucoup. Ça commence à être intéressant. Au niveau 4, là, on devient innovateur. On a une équipe dédiée pour le threat hunting. On peut avoir 4 ou 5 personnes, on peut avoir un team de 10, on peut avoir un gars qui fait ça à temps plein. Là, ça devient vraiment proactif. Puis ça devient un process récurrent. On finit un hunt, on en part un deuxième de suite. Aussi, là, ça devient un expert avec votre EDR. Il va utiliser toutes les API possibles de votre EDR, les fonctions cachées. Il va appeler le fournisseur, dire avec ton EDR, rajoute-moi telle fonction, j'ai besoin de ça. Il va aussi beaucoup utiliser ce qui sort du Threat Intel. Il y a beaucoup d'informations souvent qui est très pertinente au niveau du Threat Intel qui cible votre industrie. Puis souvent, c'est envoyé sur un journal, sur un pamphlet. « Hey, il y a telle menace qui nous attaque. » Tandis que, comme je mentionnais tantôt, le Threat Hunter, lui, va pogner ça puis il va dire « Ah, j'ai besoin de ça, je pars à la chasse avec ça. » Il y a aussi une excellente connaissance en sécurité offensive. C'est certain que pour hunter de quoi, il doit connaître énormément sa proie. Il doit en fait compte savoir comment hacker le système. Puis il y a une des raisons pour ça, c'est ici qu'il est en train de rechercher pour de quoi. Puis juste à côté, il cherche quoi d'imprécis, puis juste à côté, hey, il y a du SQL injection dans un log web. Il faut qu'il se rende compte que c'est du SQL injection, puis il sait que c'est malicieux. Fait que là, il peut changer sa cible vers de quoi une nouvelle piste. Puis encore là, il y a l'enquête numérique, c'est beaucoup plus poussé. La différence avec l'enquête numérique d'auparavant, quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est que le système, tu n'es pas sûr ou non s'il est vraiment compromis. L'autre, tu as un IOC qui te le prouve. Hey, le serveur, il a communiqué avec telle adresse IP. Cette adresse IP-là, on le sait que c'est malicieux. Donc, le serveur est fortement corrompu. Lui, tu investigues, tu fais ton enquête, puis tu as juste besoin de trouver les artefacts qui vont prouver qu'il est corrompu. Tandis qu'à ce niveau-là, tu n'es pas garanti s'il est vraiment corrompu ou non. Ça se peut qu'il ne le soit pas. Et le dernier niveau, là, tu deviens un petit peu un leader dans l'industrie. On va avoir une équipe de recherche et développement. Le processus change beaucoup. Là, ça devient vraiment de l'automatisation d'analyse de données. Là, on va avoir des data scientists, on va aussi incorporer du machine learning au travers de ça pour vraiment être en mesure de détecter beaucoup plus rapidement puis pas se baser sur une hypothèse précise pour partir à la chasse. Je vais parler un petit peu des méthodologies et des approches. C'est une méthodologie qui est vraiment utilisée souvent. En fait, compte, c'est simplement de se définir une hypothèse. Je vais parler tantôt un petit peu comment définir notre hypothèse, mais principalement, on se dit Kerberos-Sting, comment ça fonctionne. Fait que là, notre hypothèse, c'est un attaquant va utiliser Kerberos-Sting pour faire du mouvement latéral. Là, on doit investiguer. Ça me prend quoi pour évaluer du Kerberos-Sting? Ben là, on va dire, on va récupérer des datasets, on va récupérer des events. Là, ça va nous prendre les Kerberos Taken Request, l'Event ID 4769, puis on va tout récupérer ça des systèmes. Ensuite, là, on va faire des découvertes. Là, on va se rendre compte, hey, l'Event ID 4769, ça se passe pas mal dans mon parc informatique. C'est peut-être du normal. Fait que c'est difficile de concentrer sa recherche. Fait que là, on peut dire, OK, 4769, ben, pour exploiter Kerberos-Sting, il faut que ce soit encryptant RC4.
OK, donc je vais ramasser des Event ID 4769 qui est encrypté en RC4. Fait que là, on commence à faire des découvertes, puis là, on peut trouver quelqu'un de malicieux, on peut trouver les pentesters, on peut trouver quelqu'un qui faisait ça complètement légitimement. Ensuite, là, on va améliorer nos systèmes de détection. C'est là qu'on va dire, OK, mais là, les Event ID que moi, je récupérais à bras, on va pousser ça directement dans notre CIEM. On va se créer un use case. Puis le but principal de l'amélioration, c'est de créer une automatisation de votre détection. Fait que les approches pour créer, disons, une hypothèse, on peut aller avec la tactique et technique, qui est une hypothèse basée sur les techniques employées par les méchants hackers. On a aussi le crown jewel. J'ai cherché la traduction francophone. Bijou de famille, c'est pas le fun. Fait que c'est une hypothèse qui est basée sur votre système le plus important dans l'entreprise. Situation anormale, c'est une hypothèse simplement pour dire que si cette situation-là se passe, il faut insinuer qu'on est compromis. C'est pas vraiment IOC. Je vais parler un petit peu de quelques outils qu'on peut utiliser, puis des petits exemples où ça va ça. Tactique et technique, c'est comme je mentionnais, on concentre nos recherches sur des techniques documentées, soit provenant d'un article, quelqu'un qui a été au Black Hat, DerbyCon, DEFCON, tu sors de là, puis tu as plein de des nouvelles techniques qui ressortent, ou du threat intel. Il y a aussi des analyses de malware. GoSecure, ils font des analyses, puis là, ils sortent de choses, fait qu'on peut apprendre des techniques. Si jamais vous manquez d'idées, il y a toujours le Attack Matrix de Mitre. Je vais montrer un exemple à quoi ça ressemble. Fait que l'Attack Matrix, en fait, c'est divisé en plusieurs tactiques. C'est le tactique employé normalement dans une attaque. On a l'accès initial, execution, persistance, etc., jusqu'au command and control. Puis pour chacune de ces tactiques-là, on a différentes techniques. Access token manipulation, les bit jobs, et command line interface, etc. Fait que si on en regarde un, que je n'ai pas préparé à l'avance du tout, schedule task. Demo live, je m'avais dit que j'en faisais pas. All right. En fait, je pense que je toucherai à rien. Je vais juste vous expliquer. En fait, quand vous cliquez sur une technique, à quoi ça ressemble, vous allez avoir la description de la technique. Aussi, ça va vous indiquer quelle tactique que ça peut affecter. Dans ce cas-là, c'est un custom command and control, ça affecte juste une tactique command and control. Mais disons, le schedule task, ce que je mets de l'exemple, c'est qu'il y a plusieurs tactiques. Le schedule task, il peut vous servir de privilege escalation, il peut vous servir aussi de command execution, puis aussi de persistance, évidemment. Ensuite, on a aussi toutes les APT ou les menaces qui ont été répertoriées qui utilisent cette technique-là. Fait que vous savez, schedule task, j'en ai 35 des menaces actives qui utilisent cette technique-là. Concentrez-vous pour détecter ça. Par la suite, on a aussi un paragraphe qui explique la mitigation. Fait que ça va vous dire, disons, les schedule tasks, de setter tel GPO, désactiver telle affaire. Puis le plus important, dans chacune des techniques, à la fin, c'est la détection. Fait que vous explique ce que ça prend, quel type d'event ID, quel type de log que ça prend pour détecter cette technique-là. Puis un des outils, là, lui, il devrait marcher, hein, qui est aussi fourni par le Mitre, c'est le Mitre Caret. Lui, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu vas dire les logs que tu possèdes, disons les autorun, je possède les SMB events, etc. Puis ça va vous dire quelle technique vous devriez être en mesure de détecter. Donc, si vous prenez vos logs que vous avez actuellement, dans votre SOC, etc., puis vous vérifiez, hey, je possède déjà ça, 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 bien, vous devriez avoir des use cases pour chacune des techniques qui est highlightée en jaune ou en vert.
Fait que si on part de notre hypothèse de Custom Command and Control, on peut se créer une hypothèse que, OK, s'il développe un Custom Command and Control, il doit sortir à l'Internet d'une façon. Donc, il va passer via mon Web Gateway. Puis, il y a des petites chances qu'il n'utilise pas un User Agent normalisé. Fait que, qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut utiliser une technique de data stacking, puis tout simplement tout pogner les User Agents, les requests qui sortent, puis les stacker ensemble, disons, par les différents utilisateurs. Fait que là, on va avoir, disons, User Agent qui a 1337 utilisateurs. Puis une autre chose, c'est que de l'information dans un User Agent que le monde ne savent pas vraiment que c'est là. Il y a des tools pour l'extraire, ou vous pouvez tout simplement aller sur useragentstring.com. Ça va vous dire, hey, le User Agent, là, c'est pas juste IA, ça ne dit pas juste Internet Explorer,